monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 mai. À la une de l'actualité, clôture du séminaire international sur la réduction des risques des séismes. Il s'agit d'intégrer de nouvelles mesures et procéder dans la construction afin de protéger la population. Un nouveau code sur les risques majeurs est en élaboration. L'Algérie entreprend son virage numérique. On s'intéresse ce soir à l'administration. L'état civil propose désormais des services en ligne pour le retrait de nombreux documents. Reportage à Poudouel. Le peuple sahraoui célèbre le 50e anniversaire de la création du Front Polisario, une commémoration importante pour la dernière colonie d'Afrique. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés. La lutte contre les drogues, un véritable défi pour l'Afrique, alors que le Maroc est transformé en hub de trafic de cannabis dans la région et le monde. Cette drogue est l'une des plus importantes sources de revenus du Marzan. Nous parlerons patrimoine ce soir et la restauration achevée de la Villa Boulkine à Houssine-Dey. Une des résidences secondaires du dernier Dey d'Alger retrouve ses couleurs avant d'abriter le grand musée de l'Afrique. Les détails à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Il y a 20 ans, jour pour jour, survenait le tremblement de terre de Bou Merdes qui a coûté la vie à près de 2000 personnes. Cet anniversaire coïncide avec la clôture du séminaire international sur la réduction des risques des séismes. Rendre les bâtiments plus résistants, un des principaux thèmes débattus. Il s'agit d'intégrer de nouvelles mesures et procéder dans la construction afin de protéger la population, et ce à la faveur d'un nouveau code sur les risques majeurs. Ce dernier est en élaboration. Et puis installation ce matin du nouveau directeur général du CRAG, Hamoud Beljoudi, par le ministre de l'Intérieur. L'occasion d'organiser des portes ouvertes pour faire connaître les activités de l'organisme. Raouf Hamouche nous en parle. De recherche en astronomie, astrophysique et géophysique à un nouveau directeur général. Il s'agit de Hamoud Beljoudi, une figure bien connue du centre puisque l'expert en sismologie avait rejoint la structure en 1998 où il avait occupé plusieurs postes, notamment celui de directeur de division. Aussitôt installé par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le nouveau DG annonce la couleur. Nous, parmi les priorités que nous avons inscrites récemment, c'est densifier le réseau. Parce qu'avec 80 stations, ça reste insuffisant de faire une surveillance d'un territoire aussi vaste. Et ensuite, une fois avoir densifié, il faudra penser à une autre stratégie dans l'alerte. C'est de passer à l'alerte sismique précoce. Donc l'alerte sismique précoce, ça va nous permettre de maîtriser, d'être connectés avec les grandes infrastructures, telles que les barrages, les stations nucléaires, les stations électriques, les stations de gaz. Et dès qu'on voit qu'il y a un séisme qui vient de se déclencher, les 3 secondes après, on va essayer de couper tout le fonctionnement de ces stations-là pour bien sûr préserver et pour ne pas avoir beaucoup de dégâts. En effet, le séisme de Bou Merdes du 21 mai 2003 de magnitude 6,8 est l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices que l'Algérie contemporaine ait connue. 20 ans se sont écoulés depuis. Entre-temps, le CRAG s'est doté d'un réseau de surveillance et d'alerte sismologique numérique de normes internationales, avec à la clé une expertise digne des grands centres de recherche en sismologie. On a un système qui est vraiment dans les normes internationales et les plus récentes dans le domaine de la surveillance sismologique. On peut avoir la solution dès les 20 premières secondes. Donc le reste, c'est l'équipe en veille, si vous voulez. Donc elle reprend le calcul pour avoir une précision dans la localisation et bien sûr l'estimation de la magnitude. Notre travail après, c'est de divulguer l'information par rapport aux services concernés, donc la protection civile, sécurité, le ministère de l'Intérieur, pour que s'il y a une catastrophe, les premiers secours sont dirigés. Après la cérémonie d'installation, le ministre de l'Intérieur a inspecté les différents services et structures du CRAG et écouté des explications fournies par leurs responsables. Pour Mred, il est impératif que le CRAG soit d'un apport qualitatif dans la dynamique socio-économique que connaît le pays.
Il s'agit d'un phénomène naturel, nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais quand il vient, il faut atténuer de ses effets. Vous voyez. Donc il y a une loi nouvelle qui est quasiment terminée. Elle passera prochainement devant le Conseil du gouvernement, devant le Conseil des ministres. Elle sera opérationnelle dans peu de temps. Elle insiste sur précisément cette façon de voir. L'Algérie est un pays à risque sismique. Elle a pu acquérir au fil des années la technologie et l'expertise requises en matière de réduction des risques sismiques. Bonne nouvelle pour la CNES qui a remporté la toute première distinction spéciale de l'Association internationale de la sécurité sociale pour son projet des dossiers médico-électroniques décernés dans le cadre du prix des bonnes pratiques pour l'Afrique. La Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie pour les travailleurs du secteur du BTPH a quant à elle obtenu un certificat de mérite pour son service d'indemnisation du chômage lié à la canicule et un certificat pour son service de déclaration à distance de l'état d'avancement du traitement des demandes d'échéanciers, de paiement et de recours. La Caisse nationale des retraites a également reçu un certificat pour les services numériques qu'elle a lancé au profit des retraités. Un certificat de mérite a été aussi également décerné à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour ces deux projets relatifs au système d'information décisionnel et au portail de suivi de l'activité des contrôleurs et un certificat pour son service destiné à la gestion électronique des documents. Le ministre de la Santé a mis en avant à Genève les efforts consentis par l'Algérie pour le développement et la modernisation du secteur de la santé en termes de moyens mobilisés ou de politiques adoptées, la gratuité plutôt des soins ou encore la numérisation du secteur. Abdelhak Saïhi a présidé les travaux de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la santé en marge de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Cette session axe sur la coopération arabe commune afin d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens et une meilleure sensibilisation de la santé dans la région arabe. Et vous l'avez compris, l'Algérie entreprend son virage numérique. Différents secteurs sont concernés par l'opération qui connaît une avancée remarquable, notamment dans l'administration. L'état civil, par exemple, propose des services en ligne pour le retrait de nombreux documents. Inutile désormais de se déplacer ou de perdre du temps, ce qui allège également la charge de travail sur les administrations. Illustration ce soir à Boudouaou par Beda Marni. Commune de Boudouaou, il est 10h et nous sommes au niveau des guichets de l'état civil. Vous constaterez qu'il n'y a point de file d'attente comme auparavant. Ce résultat est le fruit d'un travail de longue haleine qui consiste en la numérisation. C'est devenu plus facile. On arrive, on prend un ticket avec un numéro et on attend l'appel. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde. Dans cette commune située dans la wilaya de Boumerdès, le projet de numérisation lancé par le gouvernement a donné des résultats probants. L'opération de numérisation dans la commune de Boudouaou a été commencée en 2010. Donc on a numérisé le registre naissance et le décès et mariage. Toutes les registres, voilà, on a scanné, on a scanné. Les résultats de la numérisation sont réels, vous le voyez. Cela a permis de soulager le citoyen, car auparavant, il y avait une grande pression sur le service de l'état civil. Aujourd'hui, ils peuvent retirer facilement leurs papiers de n'importe quel APC du pays. La numérisation au niveau de l'APC de Boudouaou concerne tous les documents de l'état civil depuis 1892. Le centre biométrique est un autre acquis de la numérisation où les passeports et les cartes d'identité nationales et permis de conduire biométriques sont confectionnés dans des délais réduits. Depuis 2016, nous avons traité environ 40 000 dossiers avec une moyenne de 80 dossiers par jour, dont 50 cartes d'identité biométriques, entre 10 et 15 passeports et entre 10 et 15 permis de conduire. Nous avons un matériel doublé, c'est-à-dire un matériel de secours. Pour le traitement du dossier, nous mettons 5 minutes et les délais pour obtenir ces documents ne dépassent pas les 15 jours. Ce projet de numérisation a permis d'améliorer les conditions de vie des citoyens, a raccourci les délais et connecté les administrations entre elles. On a numérisé, mais les citoyens continuaient à prendre un document d'une administration d'une façon numérique pour aller le déposer à une autre administration. La nouvelle idée, la nouvelle Algérie, on parle de rapprochement de l'administration et c'est le citoyen qui va prendre le résultat de ce rapprochement. Cette opération a également permis des économies importantes en papier.
Au minimum, c'est 80 millions. Si on a fait l'addition du minimum des documents qu'on tire chaque jour au niveau des APC, c'est 10 millions de documents. Beaucoup de projets sont en finalisation, à l'exemple du fichier national des ménages et la suppression du carnet de famille. On n'avait pas de fichier de famille. Le fichier des familles permet d'avoir une projection prospective pour le gouvernement. Et actuellement, on a déjà mis une opération pilote qui a très bien réussi ces 3 communes. Et dès le début du deuxième semestre, on va commencer à généraliser l'opération sur l'ensemble des communes, graduellement bien sûr. Donc le fait d'avoir le fichier des familles, ça nous permettra de gérer tout l'aspect social, ça nous permettra d'y voir mieux sur le plan statistique, sur le plan subvention de l'État. D'ailleurs, je profite pour annoncer aussi qu'au-delà, le fait d'avoir le fichier des familles, on a permis l'intégration du livret de famille au niveau de la carte nationale des 2 parents. C'est-à-dire, si moi je suis intégré dans le fichier national, je peux prendre ma pièce d'identité biométrique, parce qu'on a été toujours titillé sur ce point. On se dit pourquoi la carte n'est pas utilisée. La carte d'identité, actuellement, on peut l'utiliser autant que livret de famille. La numérisation de l'administration propulse l'Algérie au rang des pays modernes. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du projet de numérisation et de la société électronique introduit au programme du gouvernement. Dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation a reçu la présidente du Parlement zambien, Nelly Boutete Kashumba Mouti, et la délégation qui l'accompagne. Les 2 parties ont abordé les voies de renforcer la coopération parlementaire entre les 2 pays. Salah Goudil a rappelé l'orientation africaine de la politique adoptée par la politique étrangère algérienne et qui connaît une dynamique sans précédent sous la direction du président de la République. Ce dernier n'a pas cessé à appeler au renforcement de la coopération interafricaine et la consécration de la paix dans le continent. La présidente du Parlement zambien a visité les différents services du Sénat où elle a bénéficié d'explications sur le travail des membres du Conseil de la Nation et les débats autour des questions nationales et internationales. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a également reçu ce dimanche la présidente du Parlement zambien, Nelly Boutete Kashumba Mouti, et la délégation qui l'accompagne. Les moyens de renforcer les relations bilatérales ont été évoqué à l'occasion. Le président de l'APN a également reçu dans la même journée le groupe d'amitié du peuple chinois avec les peuples africains. Les 2 parties ont exploré les voies de renforcer les relations entre la Chine, les peuples chinois et d'autres pays africains. Coopération toujours, le ministre de l'Énergie et des Mines a reçu le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Ali Ngouille Ndiaye. La visite entre dans le cadre de la participation de la 21e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie que l'Algérie abritera du 22 au 25 mai au Palais des Expositions. Lors de la rencontre, il a été question de coopération dans la production et l'alimentation en électricité, le raccordement des exploitations agricoles et leur environnement plutôt, au réseau électrique et l'énergie solaire. Et la délégation nigérienne de l'Institut national des études politiques et stratégiques poursuit sa visite dans le pays. C'est à Hardaya que le groupe s'est rendu hier. L'expérience cumulée par l'Algérie en matière de développement industriel et d'énergie renouvelable a été mise en exergue devant le panel de chercheurs qui a débuté son circuit à Ouednchouf, la Benour. D'une capacité de 1,1 MW. La mini-centrale solaire pilote à cycle combiné a fait l'objet de la visite de la délégation nigériane. C'est une station pilote qui compte 6000 panneaux photovoltaïques. L'occasion pour la délégation nigériane de s'enquérir des travaux de réalisation qui se poursuivent jusqu'en 2035. Il faut dire que l'accueil était très chaleureux à Hardaya. Nous avons visité plusieurs réalisations, notamment l'unité d'Alpha Pipe, ainsi que la centrale solaire. Nous avons bénéficié énormément de l'expérience algérienne dans le domaine. L'entreprise nationale Alpha Pipe qui recèle d'énormes potentialités dans le secteur des transports des hydrocarbures.
Nous avons été très honorés par la visite de la délégation nigériane. Nous avons inspecté ensemble plusieurs réalisations et projets porteurs. Les hôtes de l'Algérie ont également visité Ksartafilet, une expérience humaine particulière. Ksartafilet est un modèle de propreté. Nous souhaitons qu'il soit un exemple à suivre pour beaucoup de villes. Plus qu'une visite, la découverte de la wilaya de Gherdaya ouvre des perspectives de coopération fructueuse entre l'Algérie et le Nigeria. Et cette triste nouvelle, décès ce dimanche du journaliste et ancien directeur général du journal Al-Shab, Fnides Ben Bella, à l'âge de 66 ans. La direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses collègues au journal Al-Shab et à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa profonde compassion. Allah nous appartenant à lui, nous retournons. Le défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière de Aïn Nadja à Alger. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions d'Amgli-Deshra, Amgli-Atchatara et Amgli-El-Gouiret et le siège du 42e régiment de l'occupant dans le secteur d'Amgala. Et le peuple sahraoui a célébré hier le 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés revient sur cette commémoration importante pour le peuple de la dernière colonie d'Afrique. Le peuple sahraoui n'a pas manqué de revendiquer son droit légitime à l'autodétermination. Walid Yousfi. Ils sont une vingtaine d'organes de presse internationaux à avoir fait le déplacement jusqu'au camp de réfugiés d'Aousserd pour couvrir les célébrations du 50e anniversaire du Front Polisario. L'occasion pour les Sahraouis de mettre en avant leur cause sur la scène internationale. On trouve que cette occasion me permet aussi de quand même passer le message et même couvrir et même donner la vraie version de ce qui se passe ici et tous les, en fin de compte, les avis, les différents avis des peuples sahraouis. Je suis là aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de la création de Polisario. C'est l'occasion de voir et de se sentir au milieu de cette cause. Je prépare un documentaire sur leur cinéma, la situation sociale et culturelle. Des célébrations marquées par une forte présence internationale, allant de la presse jusqu'aux ONG. Plusieurs organisations ont fait le déplacement depuis l'Europe et l'Amérique latine pour exprimer leur soutien au Sahara occidental. Nous sommes très contents d'être ici à l'occasion de ces célébrations. Nous avons toujours été solidaires avec la cause sahraoui. Nous venons ici plusieurs fois par an pour accompagner le peuple sahraoui et aider du mieux que nous pouvons. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de notre solidarité avec le peuple sahraoui, puisque nous venons depuis 1992 dans les campements, à raison de 3 mois par an, pour accompagner l'école de santé des campements. Il faudrait que les médias s'intéressent beaucoup plus à cette cause, à ce peuple qui a toujours, respecté la diplomatie, la voie de la paix pour obtenir gain de cause. Une cause qui est de plus en plus présente sur la scène internationale. Le peuple sahraoui reste déterminé à poursuivre le combat pour son autodétermination et libérer la dernière colonie du continent africain. La RAST s'est attelée au cours des années à construire ces institutions, un chemin indispensable que le pays a dû prendre malgré les difficultés. Le but élevé, un État fort capable de mener la lutte pour la liberté. Yannisset Belkacem. Ce sont de nombreux efforts fournis par les autorités de la République arabe sahraoui démocratique pendant plus de 5 décennies pour la construction d'un État solide, des démarches considérables soutenues par toutes les institutions démocratiquement élues qui ont contribué à préserver cette nation et sa cause juste malgré des années d'exil qui n'ont toutefois pas réussi à freiner le combat du peuple sahraoui.
Nous avons fait le nécessaire pour que la RASD soit un État indépendant, souverain, grâce à ses institutions qui travaillent d'arrache-pied pour être au service de sa population. Cette parade illustre l'image officielle de la RASD et de toutes ses institutions. Grâce au combat du Front Polisario, ce peuple a réussi à constituer un front uni et a pu construire sa république malgré toutes les entraves de l'occupant. Face aux tentatives malveillantes du régime du Makhzen, le peuple sahraoui reste attaché à sa culture et à ses traditions, fondements immuables qui incarnent son identité. 50 ans de résistance et de sacrifices qui ont prouvé au Maroc qu'ils ne pouvaient pas occulter l'histoire du peuple sahraoui. Nos traditions et notre culture sont un autre moyen de combat pour résister et préserver notre patrimoine. La culture sahraoui a été une arme redoutable contre tous les occupants qui ont tenté de l'effacer, mais en vain. La société sahraoui est fortement attachée à la préservation de ses traditions riches et variées que l'occupant a tenté par tous les moyens d'effacer. Un héritage culturel que les Sahraouis ont préservé et perpétué de génération en génération, faisant la fierté de ce peuple déterminé à aller au bout de son combat, juste et légitime pour arracher son indépendance. Afin de dynamiser les relations diplomatiques de la race, d'un renouvellement des groupes d'amitié parlementaire avec Cuba et le Venezuela a été opéré. Il est question de renforcer les liens et rappeler la justesse de la cause sahraoui dans les forats internationaux, renforcer également les relations bilatérales et la formation dans le travail parlementaire, la coordination et la concertation autour des questions d'intérêt commun. Comme vous le savez, un match amical entre l'équipe nationale sahraoui et le MCA a été joué hier au stade Nelson Mandela à Alger. Une rencontre historique où la création de la sélection de la RASD a été proclamée. Retour sur la symbolique de ce match par Saïd Flak. Un match pour l'histoire, un match pour une cause noble. L'histoire retiendra donc que c'est au nouveau stade Nelson Mandela de Berari en Algérie que l'équipe nationale sahraoui de football a disputé son premier match international face au club du Mouloudia d'Alger. Toute une symbolique pour une équipe qui entend faire connaître à travers le monde la cause sahraoui et sa lutte acharnée pour obtenir son indépendance. Devant une assistance nombreuse venue suivre de près cette rencontre gala, les deux teams ont eu à s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Des buts, il y en a eu et le public a pu ainsi profiter du spectacle offert par les acteurs sur la pelouse. L'organisation de ce match amical démontre une fois encore la solidarité de l'Algérie envers la cause sahraoui à l'occasion des festivités organisées pour la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée. فخورون بوجودنا هنا وبتأسيس المنتخب الوطني. Nous sommes contents d'être en Algérie et fiers de la création de notre équipe nationale. Nous remercions ce grand pays et son peuple qui nous a toujours soutenus. La nouvelle étape pour cette équipe désormais sera de baliser le chemin pour le sport sahraoui en général et le football en particulier au sein des compétitions internationales, en revendiquant le droit notamment de la RASD à être membre de la Confédération africaine de football afin qu'elle puisse participer à l'avenir aux différentes compétitions continentales ou internationales à l'instar des autres pays membres. رفقة عائلتي كما تتابع الجماهير الصحراوية الآن. Je suis là avec ma petite famille à suivre ce match historique à partir des territoires occupés. Cette rencontre a une grande symbolique et qui coïncide avec la double célébration du 50e anniversaire de la proclamation du Front Polisario.
Le 10 et le 20 mai 1973 et du déclenchement de la lutte armée. السياق والمكان فهي تتزامن مع الذكرى المزدوجة لجبهة البوليساريو. Cette équipe sahraoui constituée majoritairement de joueurs évoluant dans les championnats européens veut s'inspirer donc de l'illustre équipe du FLN pour marcher sur ses traces et porter partout dans le monde son message de lutte pour sa libération. La lutte contre les drogues, un véritable défi pour l'Algérie et le continent africain en général, et pour cause, des tentatives d'introduction d'importantes quantités sont mises en échec quotidiennement. Elles proviennent essentiellement du Maroc. Le pays a été transformé en hub de trafic de cannabis dans la région et le monde entier. Les pratiques du Marzane en fait du cannabis l'un des plus importants éléments de l'économie marocaine, nous dit Mariam Damis. Classé premier producteur mondial de cannabis, le Maroc a vu l'activité illicite de cette substance dangereuse et d'autres drogues se transformer en une industrie lucrative qui alimente son économie sous prétexte de l'utilisation médicale, cosmétique et industrielle. Le Marzane a légalisé sa culture faisant du trafic de drogue l'une de ses principales sources de revenus ainsi qu'un moyen de nourrir ses réseaux de corruption à grande échelle. Le Marzane mise de plus en plus sur ce trafic pour générer des recettes et pour faire taire les tensions dans le Rif, notamment dans les provinces d'El Hoceima, de Chefchaouen et de Taounet. Des régions surpeuplées et soumises à la pauvreté extrême et qui dépendent du cannabis. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Maroc est désigné comme plaque tournante mondiale du trafic de drogue et de kiff. Les chiffres sont alarmants. Plus de 700 tonnes de cannabis sont produites chaque année, représentant une valeur estimée à 23 milliards de dollars. La culture du cannabis représente la plus importante source de devises dans l'économie du pays. L'Interpol estime qu'environ 90% du hashish saisi en Europe provient du Rif marocain. Le département d'État américain s'était également inquiété de l'ampleur du blanchiment d'argent au Maroc, issu du trafic de cannabis et du transit de la cocaïne destinée à l'Europe. Dans un de ses rapports sur ce phénomène, il avait évalué le trafic de drogue et du hashish à près de 23% du PIB du Maroc. Retour dans le pays pour parler patrimoine et la restauration achevée de la Villa Boulkine à Hussein Dey. Il s'agit d'une résidence secondaire du dernier Dey d'Alger qui a bénéficié d'une rénovation complète. Celle-ci a fait ressortir ses magnifiques atouts. La villa abritera temporairement le grand musée de l'Afrique. Reportage de Walid Yousfi. Véritable chef-d'œuvre architectural en plein cœur de Hussein Dey. Le palais Boulkine, appelé communément Villa Boulkine, était autrefois la résidence secondaire du Dey d'Alger. Érigée à la période ottomane pour la fille du Dey, le dernier Dey d'Alger, Hussein. Et c'est une villa farce, donc c'est une villa extramuros. Donc on avait la Casbah, le noyau original, donc la Casbah, et on construisait des villas à l'extérieur, c'était des villas d'été. S'en est suivi une extension à la période française, donc on a construit, adossé à la villa de la période ottomane, une deuxième villa qui jouxte la première, et qui a été érigée dans le style néo-mauresque. Voilà. Donc par la suite, en fait, la villa, après l'indépendance, a servi de mosquée pour le quartier, et ensuite elle a servi de lycée pour l'éducation nationale. Cet édifice ottoman, livré durant des années aux aléas du temps, fait peau neuve. L'opération de restauration nécessite un travail minutieux qui requiert beaucoup de précision.
Le plafond était très endommagé. Nous avons repris exactement les mêmes motifs avec les mêmes couleurs que celles qui étaient avant. Cela nous a demandé un peu plus de temps, mais nous avons pu reconstituer le plafond à l'identique. La wilaya a pris en charge ces travaux. Donc c'était des travaux de confortement, de consolidation, donc des travaux importants. Et aussi, ça a été en fait toute une batterie de restauration fine. C'est la restauration des menuiseries, la restauration des marbres, etc. Nous avons insisté sur l'intégration ou la participation d'artisans locaux, puisque la restauration obéit à certaines règles de l'art qu'il faut maintenir et qu'il faut perpétuer. Une fois livrée, la Villa Boulkine accueillera provisoirement le siège du Grand Musée de l'Afrique. L'inauguration officielle est prévue pour le 14 juin prochain. Le Grand Musée, la décision de domicilier le Grand Musée de l'Afrique en Algérie a été prise en 2005 au niveau de l'Union africaine. Le type de collection que doit héberger ce musée, il ne s'agit pas seulement de collection patrimoniale, mais il s'agit aussi d'une mise en valeur de tout l'art africain et des artistes africains. Voilà, on ne veut pas reproduire les mêmes musées qui existent à l'étranger. Le Grand Musée de l'Afrique a été choisi pour être un point de rapatriement du patrimoine africain. L'une de ses missions sera donc de réceptionner et d'expertiser l'héritage culturel du continent et de le faire découvrir au grand public. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.